Alors, avant le grand moment académique de cette journée, puisque vous savez que dans une petite dizaine de minutes, nous aurons un débat entre trois grands économistes, Philippe Aghion, Daron Acemoglu et bien sûr Christian Gaulier. Vous savez qu'ils vont débattre ensemble d'un sujet qui nous taraude tous, le progrès nous sauvera-t-il? Donc ça, c'est dans une dizaine de minutes. Et pour introduire cette discussion très académique, nous avons eu une idée un petit peu inhabituelle. Nous sommes allés faire un pas de côté, ou plutôt un pas en hauteur, en évoquant le projet Climate Impulse de Bertrand Piccard. J'ai entendu Bertrand évoquer son projet avec beaucoup de passion il y a quelques semaines, beaucoup de chaleur, sans doute parce qu'il est à la fois explorateur, il est également pionnier par nature, mais il est psychanalyste. Et donc, je pense que ça lui donne également de la profondeur. Bertrand Piccard, vous savez, il nous avait passionnés déjà avec son projet qui s'appelait Solar Impulse, où il avait fait le tour du monde avec un avion, c'était il y a quelques années. Il revient avec Climate Impulse, qui sera un tour du monde avec l'hydrogène, cet hydrogène qui passionnait tellement les participants tout à l'heure dans la table ronde que j'avais le plaisir d'animer. Il ne peut être avec nous parce qu'il est justement en train de lever des fonds pour Climate Impulse en Espagne, mais il est passé par Paris et on a fait une interview de lui qui est assez surprenante, assez engageante, et je vous demande d'écouter, même en vidéo, ce qu'est la voie du progrès. Climate Impulse, ce n'est pas seulement un avion à hydrogène qui doit accomplir le premier tour du monde sans émissions et sans escale. C'est un peu mon coup de gueule aussi contre le défaitisme, contre le pessimisme, tous ces gens qui pensent qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas de futur, qu'il n'y a pas de solution. Et je crois qu'il faut remettre de l'esprit pionnier. Il faut remettre cet esprit de disruption que l'aviation a toujours illustré. Quand on voit qu'on a passé de 1903 avec l'avion des Fairride, qui était en toile et en bois, à Apollo 11 en 1969, qui a atterri sur la Lune, on voit que l'aviation est capable de tout. Donc il faut remettre cette disruption en marche, cet esprit d'innovation en marche dans le monde de l'aviation. Et il faut donc que l'aviation devienne un porte-drapeau de la lutte contre le changement climatique, de l'action climatique. Avec ça, je pense que si on peut montrer ce qu'on peut faire en l'air, qui est considéré comme impossible, eh bien forcément au sol, ça va galvaniser énormément de gens et montrer que ce qui est possible en l'air, on peut le faire partout également. Les énergies renouvelables au sol, c'est beaucoup plus facile, avec du solaire, avec de l'éolien, avec de la biomasse, avec de la géothermie, avec l'hydroélectrique. Et pour l'aviation, évidemment, c'est beaucoup plus problématique. Donc on passe par des carburants alternatifs. Je pense qu'au début, on sera sur du SAF, les Sustainable Aviation Fuel, avant d'arriver à un carburant qui est complètement hors du cycle du carbone, qui est l'hydrogène. Mais pour y arriver, il faut donner envie à une industrie de se développer. Aujourd'hui, on est trop cher avec l'hydrogène. Pourquoi? Simplement parce qu'on n'a pas encore atteint la masse critique. La masse critique, c'est le moment où on produit tellement que le prix s'écroule. Mais pour ça, évidemment, il faut un consommateur. Et comme il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas de producteur. Et comme il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de consommateur. C'est l'œuf et la poule. Donc, ce qu'il faut, c'est fabriquer toute la ferme, tout le poulailler d'un coup, si on peut dire. C'est-à-dire travailler en même temps avec des consommateurs et avec des producteurs. Et pour ça, forcément, il faut montrer que c'est une voie crédible, il faut donner envie, et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas dans le symbole. Avec Climate Impulse, on est dans un domaine très concret qui est clairement de révolutionner l'aviation, clairement de montrer ce qu'on peut faire avec de l'hydrogène. Et le monde de l'aviation, cette fois-ci, ne rit pas du tout. Et on a effectivement de l'aide, d'Airbus, de Daher, d'Ariane Group. On aura probablement des moteurs Safran. Donc les choses évoluent bien. Par contre, ce qui est curieux, c'est qu'on a un peu de peine à intéresser le monde de l'industrie d'hydrogène.
comme si, en fait, on était toujours obligé d'être en dehors du système pour pouvoir le révolutionner. L'impact de Solar Impulse, il a été dans l'état d'esprit. Tous ceux qui riaient de voir Solar Impulse se préparer sont ensuite devenus des fervents défenseurs de l'aviation électrique. Et il y a eu 600 programmes d'aviation électrique, notamment des VTOL, des taxis volants, etc., qui se sont développés dans la foulée de Solar Impulse. Donc, on a eu une influence à ce niveau-là. Il y a l'autre influence de Solar Impulse qui a été pour la fondation Solar Impulse, cette impulsion de trouver des solutions qui soient économiquement rentables pour protéger l'environnement. Et on en a trouvé 1600 aujourd'hui, auquel on donne un label qui est le seul label au monde qui certifie la rentabilité économique d'un système, processus, produit, matériaux ou appareils qui protègent l'environnement. Donc c'est vraiment une manière de réconcilier l'écologie et l'économie. Et à ce niveau-là, je pense que Solar Impulse a été déterminant. On voit qu'il faut faire mieux. Et si vous voulez faire mieux, il faut commencer rapidement parce qu'il faut vraiment tout changer au niveau de l'industrie. Et c'est pour ça que ça fait peur. Vous devez avoir une production d'hydrogène vert, vous devez avoir une distribution, vous devez avoir une liquéfaction, parce que c'est clair que pour l'aviation, ce sera de l'hydrogène liquide qui doit être gardé à moins 253 degrés, ce qui est très difficile, c'est à 20 degrés du zéro absolu. Donc, il y a beaucoup de choses à changer et ça va mettre du temps de changer tout ça. Et ça explique probablement aussi pourquoi tellement de gens s'opposent à l'hydrogène. Et vous avez ceux qui sont les tenants du statu quo et qui disent « ça ne va pas marcher ». Et puis vous avez ceux qui sont les plus virulents, les attaquants opposants à l'aviation, et ceux-là disent « de toute façon, ce sera trop tard et ça ne servirait à rien ». Donc ce qu'il faut faire, c'est montrer cet esprit de disruption et puis avancer. Mais tout en sachant qu'effectivement, on va pas être neutre de cette manière-là en 2050 si on continue à voler simplement parce que c'est bon marché. Donc, il faut agir sur beaucoup de niveaux différents. Moi, j'ai choisi d'agir sur le côté hydrogène parce que ce qui me plaît, c'est le côté pionnier, c'est le côté esprit d'exploration, c'est le côté disruption, remise en question des habitudes et des certitudes. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce chemin-là. Mais il y en a plusieurs à prendre en parallèle. Alors moi, ce que j'ai répondu aux gens qui pensent que c'est complètement impossible, c'est que ceux qui croient que c'est impossible ne devraient pas déranger ceux qui sont en train de le faire. Et il faut faire très attention avant de se moquer des pionniers. Parce qu'une fois que les pionniers ont réussi, les sceptiques passent pour des imbéciles. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour l'aviation, après que des scientifiques ou pseudo-scientifiques aient dit qu'on ne pourrait jamais faire voler un plus lourd que l'air, ceux qui ont dit que le téléphone ne marcherait jamais parce qu'il faudrait tirer trop de câbles électriques, trop de câbles en cuivre, ceux qui disaient qu'Internet était une utopie parce que jamais les gens se connecteraient, les téléphones portables parce qu'il n'y aurait pas assez d'antennes mobiles. On voit qu'il faut faire très attention parce que les pionniers, d'habitude, réussissent. Et ce qui m'interpelle beaucoup, c'est à quel point des gens sont capables de perdre du temps, de prendre la plume, de prendre le micro pour attaquer ce que d'autres sont en train de faire. Mais les pauvres, ils ne veulent pas faire quelque chose eux-mêmes, plutôt que d'attaquer les autres. Et ce qu'il faut montrer, c'est que les solutions techniques peuvent aider à conserver des entreprises en vie, peuvent aider à créer des emplois, peuvent aider à développer l'économie, mais tout en protégeant l'environnement. Et pour ça, ce qu'il faut faire, c'est quitter cette économie quantitative où on produit de plus en plus, à un prix de plus en plus bas pour battre la concurrence, où on paye des salaires indécents en augmentant les inégalités sociales et où on finit avec de la pollution et du CO2 et des déchets. Il faut remplacer ça en une économie qualitative. L'économie qualitative, c'est celle où on crée des emplois, on développe l'économie en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement.
en augmentant l'efficience pour obtenir des buts plus élevés avec une consommation plus basse et moins de déchets et moins de pollution. Et si vous faites ça, l'économie va se développer, donc il n'y a pas besoin de décroissance économique, mais par contre, vous avez une décroissance de la pollution, de la démesure, du CO2, de l'inefficience, du gaspillage. C'est ça qu'il faut décroître, impérativement. Et si vous dites aux gens, réduisez votre mobilité, réduisez votre confort, réduisez votre profit, vous allez créer de l'opposition et de la résistance. Par contre, si vous avez des solutions techniques qui vous permettent de garder une économie qui se développe, tout en devenant propre, efficient et écologique, à ce moment-là, les solutions techniques sont utiles. Et le progrès technique va être utile. Mais il faut quand même se rappeler que la technologie, ce n'est pas bon ou mauvais. La technologie, ça dépend de ce qu'en fait l'être humain. Vous pouvez faire beaucoup de belles choses et vous pouvez faire beaucoup de catastrophes avec la technologie. Donc c'est l'être humain qui doit rester le maître de tout ça.